Ok, bonsoir à tous. Je vais donner quelques mots d'introduction, me présenter, mais j'aimerais, avant cette petite introduction, si on peut dire, juste dire quelque chose d'autre, qui est que l'idée du cours, c'est vraiment que vous puissiez profiter au maximum. Donc, je vais l'avoir dans les textes qui vont passer dans le diapo, vous allez avoir mon numéro de téléphone, mais j'aimerais, entre-temps, que vous profitez du chat, soit pour m'envoyer un message en privé, soit un message au groupe, avec vos attentes, vos questions, pour qu'on puisse vraiment aller dans cette direction-là, partager avec vous le maximum de choses et de choses qui seront importantes pour vous. Donc, je vais bien sûr parler, on va présenter, on a quelques semaines ensemble, on va parler de tout ça. Bezrat Hashem, une fois que la présentation sera finie, à chaque fois, il y aura un enregistrement qui sera envoyé le jour même, le lendemain, mais vous aurez Bezrat Hashem l'enregistrement pour pouvoir revoir tout ça. Mais j'aimerais vraiment, encore une fois, que vous puissiez profiter au maximum de ça et répondre à vos questions, pas juste parler en théorie, mais vraiment, si vous avez des questions, des choses à partager, des choses que vous voulez savoir, soit un message personnel, soit un message par le groupe, mais en tout cas, le chat, c'est le meilleur moyen. Et je vais bientôt partager avec vous euh, mon écran et mes informations, etc. Donc, la première chose, donc, c'est d'apprendre à bâtir son cours. Et je me présente, pas pour me vanter de quoi que ce soit, juste que vous ayez une idée, que sachez que vous êtes, si on peut dire, dans des bonnes mains avec quelqu'un d'expérience. J'ai Smicha, j'ai Dayan aussi, Yadin Yadin. Je suis un Madré Khatanim depuis plus de 30 ans. Formation sur Tarat Mishpacha, les Maot, les Bdikot, sur le Descent Ravi Koutil Fokash, du Yerushalayim. Une formation de Madré Khatanim de Païchat Shlomo, formation de Posek Dinetara Païchat Shlomo. Et je suis aussi fait partie des Madrichei Khatanim qui sont reconnus par le Machon Tarat Habayit de Kronait. C'est un Machon qui a commencé, je crois, cette année, ou peut-être à peu près un an, ou qui donne une supervision, si on peut dire pas une ashgacha, c'est un peu trop dire, mais disons, ils ont une liste de gens qui recommandent, basée sur certains critères. Et donc, je fais partie de cette liste de Madrichei. Encore une fois, l'idée, c'est juste que vous sachiez que vous avez quelqu'un d'expérience et quelqu'un sur lequel, Pesat Hashem, j'espère que vous pouvez vous reposer. Je ne sais pas tout, mais si je ne sais pas, je me renseignerai, j'ai accès à d'autres rabbinim, etc. Voilà. En arrière, voilà. Vous avez maintenant mes contacts, mon numéro WhatsApp, mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire en hébreu, en français, en anglais, en yiddish. Donc, mon numéro de téléphone par WhatsApp, je suis aux États-Unis, c'est un numéro américain, donc c'est le 1, le 305, 975, 26, 66. Mon adresse email, c'est rabbi à l'anglaise, @jelemiami.com. Vous avez ça. Gardez-le. Bezrat Hashem, je vous enverrai les diapos après. Mais en tout cas, si vous voulez écrire, l'enregistrer dans vos téléphones, si vous avez des questions, que ce soit maintenant pendant la formation, que ce soit après, Bezrat Hashem, au moment de Shidduchim, plus tard au moment de la formation pour le mariage, après le mariage, si vous pensez que je suis quelqu'un qui pourrait vous aider, gardez mon numéro de téléphone et vous l'avez avec. Voilà. Je vais attendre encore quelques secondes, encore il y a des gens qui veulent écrire le numéro de téléphone. Et on va passer à l'étape d'après. Bezrat Hashem, le but de cette formation est la chose suivante. Et on va aborder les points suivants, donc vous aurez une idée sur les sujets suivants. Encore une fois, une idée, ça veut dire que vous n'allez pas devenir tout d'un coup Beki'im et tout connaître, parce qu'il faudrait des années plus que quelques heures sur les sujets dont on va aborder, mais ça vous donnera une idée des sujets suivants. Et je mentionne encore une fois, si vous voyez des choses qui ne sont pas pour vous, vous avez d'autres questions que vous ne voyez pas écrites, dites-le moi. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez profiter, gagner de cette formation au maximum. Et donc, voilà de quoi on va parler. Pourquoi se marier? Quand est-ce que je suis prêt à me marier? C'est important. L'approche dans les Shidduchim, les difficultés habituelles de la première année, les bases de la communication dans le couple, le rôle du mari dans le couple, respecter les différences dans le couple, c'est-à-dire différences entre hommes et femmes, entre
la culture de chaque famille, on est chacun différent. Alors, bien sûr, il peut y avoir des X différences, la manière dont chacun a grandi, chacun est élevé. Il y a des familles auxquelles on ne parle pas beaucoup, il y a des familles auxquelles on se crie les uns sur les autres. Quelle que soit la culture, il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste une question de comprendre d'où vient l'autre personne. Donc, respecter les différences dans le couple et la kedusha dans le couple. Voilà. Pour certaines choses, on va se servir, je partage avec vous si vous voyez, d'un livre qui est Share Shidduchin du Rabbi de Echal Menachem. Share Shidduchin, bien sûr, il y a d'autres Sfarim dans la bibliothèque Chabad auxquels on a accès. Share Shidduchin réunit les lettres du Rabbi, les sikhot du Rabbi sur l'idée des Shidduchin. Donc, c'est une chose importante par rapport à cette formation. Je vous le recommande. Il y a d'autres Sfarim pour d'autres époques sur le mariage, bien sûr, Tarat HaMishpacha. On ne va pas entrer dans les détails de Tarat HaMishpacha dans ce cours-là, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas de Khatanim qui sont prêts à se marier, à moins que je me trompe. Si je me trompe, vous me le direz. Et donc, on va aborder ces sujets-là de manière générale. Encore une fois, s'il y a des questions, je ne peux que insister parce que malheureusement, des fois, il y a des questions qui ne sont pas posées. Et comme on dit souvent, les seules questions bêtes, c'est les questions qui ne sont pas posées. Parce que des fois, on a peur, on a honte, on se gêne. Il n'y a aucune raison de se gêner, même si je comprends pourquoi. Quelqu'un se sentirait gêné, mais il n'y a pas vraiment de raison d'être. Au pire, vous envoyez un message privé, et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, on va aborder ces sujets-là. Une fois, envoyez un message privé, envoyez par le chat. Si vous avez des questions, si vous avez des points à aborder, vers la fin de... Je pense que je vais vous demander plusieurs fois de participer, je vais vous demander plusieurs fois de me donner si vous avez des questions, mais c'est important de le faire. Comme Chazal nous dit dans Pirkei Avot, Lo abashan lomed, quelqu'un qui se gêne ne peut pas apprendre. Il faut vraiment profiter de ce que vous avez pour maximiser le bénéfice de cette formation. Alors, première question, et pourquoi se marier? Et je vous dis tout de suite, qu'en pensez-vous? D'après vous, soit il y a des gens qui veulent parler directement, soit il y a des gens qui veulent profiter du chat, encore une fois. D'après vous, quelles seraient les raisons pour se marier? Est-ce que vous avez des choses à partager, des idées? Pourquoi est-ce que c'est important de se marier? Pourquoi est-ce qu'on doit se marier? Pourquoi se marier? Bon, j'attends quelques réponses. J'espère avoir des réponses. Chat. On va trouver une réponse pour fonder une famille. C'est important. D'autres personnes. L'autre veut se lancer. Non, c'est tout. Seul courageux. OK. Pour se travailler, c'est un point important, effectivement. Et on va en parler. Effectivement, se travailler, c'est quelque chose d'important. Je vois qu'il y a encore une autre deux personnes qui veulent participer, qui sont par là. Pour se réaliser pleinement en tant qu'homme ou en tant que femme. Oui, effectivement. Tout ça, ce sont des choses importantes et merci de vos réponses. Alors, vous allez voir ce que moi, certaines choses que j'ai effectivement préparées, qui sont liées à ça, qui sont liées à cette idée-là. Parce que, on me disait, un instant. Donc, ce que j'ai écrit sont Adam et Chava, et la Nessira. Une autre qui est un autre point qui est mentionné, c'est de Dira Betartonim. Et un dernier point qui est de Bitoul, qui a été mentionné par rapport à se travailler, pour ce qu'il est d'Adam et Chava, Dira Betartonim, etc. Des choses, effectivement, qu'on a déjà mentionnées, que vous avez mentionnées, chacun avec ses mots, mais l'idée, effectivement, quelque chose d'important. Commençons par tout ça. Et l'exemple, à la base, l'exemple que c'est Adam et Chava. Adam et Chava, c'est vraiment
le modèle d'un couple, puisque c'est un couple qui est le premier couple qui a été créé, c'est un couple qui a été créé par Hachem. Non seulement c'est un couple qui a été créé par Hachem, mais de manière intéressante, Hachem leur a dit quelque chose de très bizarre. Vous savez peut-être qu'au départ, Adam et Chava ne faisaient qu'une seule unité, puisque la première personne, le premier être humain qui a été créé, était homme et femme à la fois. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem les a séparés. Sur les diapos, j'ai marqué Nessira. Nessira, c'est le terme dans la Kabbalah dont on se sert. Pour le dire, c'est littéralement, c'est les aciers, si on peut dire, les a coupés en deux, a créé une séparation entre Adam et Chava. Et une fois qu'il les a séparés, qu'est-ce qu'il leur a dit? Remettez-vous ensemble. C'est pour ça qu'un homme quitte ses parents pour revenir avec sa femme. Il revient une seule chair. Il faut se retrouver avec sa femme. Alors, la question, bien sûr, qui est posée dans la Chassidut et dans le Sfarim, le Farshim pose la question à savoir quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que Hachem, qui les a créés ensemble, les a séparés pour leur dire de se remettre ensemble? Quel intérêt? Ils étaient déjà ensemble. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que Hachem a voulu dans cette idée de séparation et de le remettre ensemble? Si vous avez une idée, vous pouvez participer. Je vais attendre quelques secondes. Et ensuite, on va y répondre. OK, je vais y aller. Donc, la différence, elle est, en tout cas, le début de la différence, elle est claire, dans le sens où quoi? Il y a deux choses qui sont différentes. Premièrement, ils ne faisaient qu'un seul être. Ils n'avaient pas de choix d'être ensemble ou pas être ensemble. Ça, c'est clairement une différence. La deuxième différence, c'est qu'ils étaient dos à dos. Ils ne se voyaient pas, chacun partait dans sa direction, et maintenant qu'ils se sont séparés, quand ils vont se retrouver, ça va être ce qu'on appelle souvent panim el panim, face à face. Et quand on se sert d'un mot de panim, ce n'est pas juste panim, la chassidut dit c'est pnimiyut, c'est quelque chose de profond. C'est la pnimiyut, l'essence même de la personne. Donc on est passé, il y a deux choses qui vont changer. Premièrement, on est passé d'une entité à deux, d'une personne à deux personnes. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que quand on est une seule personne, et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans la Chassidut, plusieurs fois, entre autres, on parle de Matan Torah, du chiffre 3, ou d'autres choses comme ça, la différence entre 1 et 3, ou 1 et 2, mais 1, 2 et 3 dans ce sens-là, c'est une idée qu'on retrouve dans plusieurs endroits dans la Chassidut, qui est que quand on est un seul être, il n'y a pas vraiment d'unité, ou d'union, disons. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'union? Parce qu'il n'y a qu'une seule chose. On parle du jour numéro 1. Des fois, dans la Chassidut, on parle de le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, le troisième jour de la création. Okay? Le premier jour de création, Dieu crée l'hiver, etc. Vers le Klim Kitov, tout va bien. Le deuxième jour, c'est la Machloket. Jour numéro 2, chiffre numéro 2, division, l'idée de la Nessira, qui est la séparation, la coupure entre Adam et Chava, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a créé maintenant? On a créé maintenant deux entités qui sont complètement séparées. Jusqu'à maintenant, Adam et Chava, l'homme et la femme, ne faisaient qu'une seule entité, ça veut dire qu'ils étaient toujours ensemble. Mais il n'y avait pas de choix. Ils n'avaient pas fait le choix conscient de se retrouver. Maintenant qu'on se marie, maintenant qu'on est séparés, avant même de se marier, maintenant qu'on est séparés, si on veut se retrouver, ça doit être fait par un choix. Et quand on va se retrouver par choix, on arrive au chiffre numéro 3, qui va être un enfant, va y aller passer et redevient un seul être, on est maintenant face à face. Panim, el panim, pnimut, el pnimut, c'est parce que je le veux. C'est pas parce que je suis obligé, c'est pas parce que j'ai pas le choix, c'est parce que je le veux. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses qui vont se mettre en place à partir du moment où Adam et Chava ont été séparés, ou bien l'homme et la femme vont être séparés. C'est que maintenant, ce sont deux êtres différents. Et que chacun a ses envies, chacun a ses angoisses et ses peurs. C'est important de rappeler. Bezrat Hashem, on en parlera plusieurs fois à travers cette formation. Vous en parlerez peut-être plus avec votre madrich avant le mariage.
Mais on a des fois du mal à imaginer que les angoisses qu'on a, la personne en face de nous les a aussi. Les peurs qu'on a, la personne en face de nous les a. Ça ne veut pas dire que la personne les a nécessairement, mais peut-être que oui. Un des grands problèmes dans le mariage, c'est la communication, mais c'est le fait, ça revient en fait qu'on est maintenant devenus deux personnes séparées. Et non seulement on est deux personnes séparées, mais on est deux manières de penser séparées et de vivre le monde. Souvent, alors bien sûr, chaque règle a ses exceptions. Et ça, je le dis, je le dirai peut-être plusieurs fois, mais ça, je tiens à le dire. Chaque règle a ses exceptions. Quand je parle du caractère masculin au caractère féminin, bien sûr, il y a des exceptions. Et bien sûr, ce n'est pas juste deux groupes, deux personnes, mais il y a tout un tas de variantes, si on peut dire, dans ça. Et chacun a sa personnalité. Si vous connaissez un peu, vous avez fait un peu de recherche sur les personnalités, les groupes de personnalité, les tests de personnalité, alors il y a des manières différentes de classer ça, de les classifier, d'après l'horoscope, et d'après le jour de la naissance, et d'après différentes choses, différents tests de personnalité qui classifient les gens. Donc on est différents, il y a plusieurs groupes de personnes. Mais de manière générale, il y a une différence entre la manière dont les hommes vivent le monde, communiquent, etc., voient les choses, et les femmes. Pour un homme, c'est difficile d'avoir exactement la même manière de voir les choses que pour une femme. Et pour une femme, c'est la même chose pour une femme. Une femme a du mal à comprendre comment et à intégrer comment est-ce qu'un homme voit le monde. C'est deux manières différentes. Par exemple, souvent, juste pour donner un petit exemple de quoi je parle, les hommes généralement disent ce qu'ils pensent. Et ils disent les choses telles qu'ils les pensent. Il y a moins de sous-entendus que pour les femmes. Donc, pour les femmes qui sont souvent, comme on dit, on en parle souvent dans la Chassidut, dans la Sfarim, un côté plus spirituel. Spirituel, ça veut dire quoi? Le spirituel, c'est aussi les choses qu'on ne voit pas. Donc, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux nuances et aux sous-entendus que les hommes. Quand un homme dit quelque chose, automatiquement, et généralement, encore une fois, je sais que c'est des généralités, mais automatiquement, une femme va essayer de comprendre, d'analyser les nuances. Donc, pour l'homme, il n'y en avait peut-être pas. Il n'y avait pas de subtilité. Il a dit ce qu'il pensait. Mais une femme aura tendance à essayer de comprendre pourquoi il a dit comme ça, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. C'est vraiment étudier une page de Gemara, si on peut dire, sur quelque chose qui est peut-être pour quelqu'un, la personne ou un homme l'avait dit, ce n'était pas quelque chose qui était tellement important. Une femme aura tendance à analyser, à réfléchir et à essayer de comprendre les nuances de ce qui a été dit. Et elle aura du mal à comprendre que ce que l'homme lui a dit, c'est ce qu'il a dit, il voulait lui dire. Rien plus que ça. Et pas besoin d'aller chercher les choses que, oui, quand il m'a dit tu es belle, ah oui, mais il ne m'a pas dit ci, il ne m'a pas dit tu es intelligente, il ne m'a pas dit tu ci. Non, je t'ai dit tu es belle, c'est un compliment, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Et pour une femme, c'est compliqué. Donc, un homme va peut-être pas faire attention aux mots qu'il va choisir. La femme va se blesser ou pas, ou va essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, alors que pour lui, c'était quelque chose de très simple, de très basique et de très peut-être superficiel, si on peut dire. Elle va essayer de comprendre les choses, et lui ne va pas comprendre pourquoi elle se fâche, elle ne va pas lui dire parce que pour elle, c'est évident, c'est clair qu'il y avait une raison pour laquelle elle s'est fâchée, il peut y avoir des problèmes. Donc, on a du mal à imaginer comment l'autre perçoit les choses. Et ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de ce qu'on a dit ensemble, de s'accomplir, de se développer et de pouvoir se dépasser, ce que j'avais appelé l'idée de Bitoul ou l'idée de dire Tartani. Les deux sont liés. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, on est devenus deux individus complètement séparés et deux manières de voir le monde complètement séparées. Quand on veut se retrouver ensemble, c'est un choix volontaire. C'est l'idée du chiffre numéro 3 dont on parle dans la Chassidut, par rapport au Matan Torah, par rapport à plein de choses, qui est maintenant, on va créer quelque chose de beaucoup plus fort que ce qui était avant. En parlant de la création, arrive le chiffre le jour 3, le troisième jour de la création. 2 fois, c'est marqué Kitov. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la réunion. C'est le chiffre où on se réconcilie. 1, c'est l'union, mais par défaut. 2, c'est la machloket, c'est la séparation. 3, c'est la réunion. Et un mariage, c'est ça. Un mariage, c'est la réunion de deux neshamot qui ont été séparés. Mais l'avantage de la séparation, c'est que maintenant, quand on se retrouve ensemble, c'est parce qu'on l'a voulu, on l'a choisi. Et on se donne à soi-même, ce qui n'existait pas avant. Okay? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur ce que j'ai dit ou quelque chose qui n'a pas été clair pour quelqu'un? Ok, j'avance.
Donc, on a cette idée qui va se mettre en place. On a ce désir maintenant de se dépasser. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a chacun sa manière de voir le monde. On a chacun sa vie. Et non seulement on a chacun sa vie, mais depuis la naissance jusqu'au mariage, plus ou moins, sa vie tourne autour de soi. Pas nécessairement de manière négative, ça ne veut pas dire de manière égoïste, mais de manière égocentrique. Égocentrique, ça veut dire je suis le centre de mon monde. Et j'ai la relation avec les gens qui me conviennent. Mon monde est géré en fonction de moi. Alors bien sûr, pas à 100%. Bien sûr, je n'ai pas un contrôle sur tout. C'est clair. On est à la yeshiva, on écoute la Hanala. Et le mashpia parle de bitul Hanala, ou bien de bitul dans sa Avodat Hashem, et de partir en mifsaïm. Des fois, pour beaucoup de mifsaïm, ce n'est pas facile du tout. D'arrêter les gens dans la rue, de leur demander s'ils sont juifs, de leur mettre de filin. Beaucoup d'entre nous ont du mal à faire ça. Beaucoup d'entre nous, on est gênés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se pousse. Mais qui décide de se pousser? Et ça, c'est le grand paradoxe du bitul, dont la Chassidut nous parle, qui est que le bitul, même de Avat Hashem, yesh mi she'ohev, il y a quelqu'un qui est là, qui est présent, qui aime Hashem. Ou bien quand il s'agit du bitul, le bitul, c'est quoi? Le bitul, c'est moi qui décide quand être batel ou pas être batel. Et c'est moi qui vais décider si un vendredi je vais aller mifsaïm et un vendredi je ne vais pas aller mifsaïm. Et même si je décide d'aller tous les vendredis mifsaïm, c'est ma décision. Et si je décide d'écouter le mashpia, c'est ma décision. Donc même mon bitoul, c'est moi qui décide. Encore une fois, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses que les parents nous forcent à faire quelque chose. Le mashpia, la nana, les shiva nous forcent à faire quelque chose. Au bout du compte, on peut avoir un choix. Alors, peut-être qu'on décide d'écouter, parce qu'on ne veut pas se faire envoyer, parce que ça ne vaut pas la peine. On ne va pas se fâcher avec ses parents, on ne va pas se fâcher avec si, on décide de ne pas détruire nos chances de shidduchim, quelle que soit la raison. Mais on arrive à un certain âge où le bitou, c'est moi qui décide quand je vais être battel ou pas battel. Les amis que j'ai, c'est les amis qui me conviennent. Il y a des gens que j'aime ou avec qui j'ai des affinités, eh bien, je suis ami avec eux. Et des fois, vous savez, je pense que vous avez déjà eu cette expérience, il y a des gens avec qui on était amis au Cheder, puis on arrive à la Shiva, on n'est plus amis. Pourquoi? Parce qu'on a chacun fait sa vie. Lui, il est parti à l'Etorah, moi, je suis parti à Morriston, ou à Manchester, ou à Kfar Chabad, et on se retrouve 2 ans plus tard, on n'a pas vraiment grand-chose à se raconter. Même si on était très, très amis au Cheder, on n'a pas grand-chose à se raconter parce que chacun fait sa vie. Et donc, bon, ben, on ne va pas s'appeler, on ne va pas s'envoyer de messages parce qu'on n'a plus ces affinités-là qu'on avait avant. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est des gens avec qui on n'était pas amis au Cheder, puis tout d'un coup, on se retrouve ensemble dans la même chambre à l'Yeshiva, puis on se découvre qu'on est effectivement, on peut devenir très amis. Mais c'est moi qui choisis mes amis. Et s'il y a des gens qui me conviennent, je suis ami. Il y a des gens qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus, je passe à autre chose. Donc, ce qui va se passer, c'est jusqu'au moment du mariage, c'est moi qui suis plus sûr, moi, qui maîtrise ma vie. À partir du mariage, et ça, c'est un point qui est fondamental dans l'idée du mariage. Et je dis, le mariage, pas juste vivre ensemble avec quelqu'un. C'est important pour vous de le savoir, c'est important quand on parle de quelqu'un, peut-être mifsaïm ou autre chose. Il y a une différence entre être marié et vivre avec quelqu'un. Être marié, ça nous oblige. C'est ce qu'on appelle dans la chassidut des fois, peut-être après des mariés ou des surchot sur ça, sur l'idée de kritat brit, quand on fait une alliance. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une alliance? Deux gens, je dis des choses que vous avez certainement appris dans les mariés ou dans les sichot, deux gens qui sont amis et qui s'entendent et qui veulent faire un brit, pourquoi? Au cas où il y aura un problème, on restera toujours amis, on restera toujours liés. Dans le Living Torah, la Torah de vie, qui sont les vidéos du Rabbi de cette semaine, il y a un paragraphe ou une sikha dans laquelle le Rabbi parle, c'est lié à Yud Bet Tammuz, il y a une histoire du Rabbi précédent, qui est qu'il faut prendre une achlata de s'occuper de faire mifsaïm. Avec Messirut Nefesh, etc. Le Rabbi dit, mais ce n'est pas juste une achlata de faire mifsaïm avec Messirut Nefesh, c'est une achlata qui doit être comme une kritat brit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'inspiration, tu vas faire moyen, tu es tout inspiré, c'est Yud Bet Tammuz, tu es tout inspiré. Demain matin, tu vas réfléchir, tu vas te réveiller après une bonne nuit de sommeil, et tout d'un coup, l'inspiration ne sera plus là.
Ketat Brit, c'est quelque chose qui m'oblige, qui m'engage, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'humeur, même si je n'ai plus envie, je suis obligé. C'est un engagement profond et fort. Et ça, c'est la différence. Par exemple, pour amener ça des sikhot ou des mamans que vous avez peut-être appris, avant Matan Torah et après Matan Torah. Avant Matan Torah, qui étaient juifs? Ceux qui ont décidé de l'être. Le Rambam dans Ilchot Avodah Zarah nous raconte un peu une histoire de l'Avodah Zarah et dit que jusqu'à qu'on arrive au moment de Yetziat Mitzrayim, ce qu'Avram avait investi, planté, développé, allait presque être perdu. Après Matan Torah, c'est plus possible. Parce qu'avant Matan Torah, les gens qui sont juifs, c'est ceux qui adhèrent au système, ceux qui veulent. On n'est pas obligé, vous savez très bien qu'un Ben Noach n'a pas d'obligation de faire les mitzvot. Ceux qui faisaient les mitzvot, c'était du volontariat. Après Matan Torah, on est obligé. Un juif, c'est un juif. Une fois qu'une personne est née juive, ou bien qu'une personne s'est convertie d'après l'halakha, on ne peut plus faire marche arrière. Chacun vit son judaïsme à sa manière, mais on a tous les mêmes chiyuvim, quelle que soit la personne. Le pire des rachats n'est pas exempt de mettre les tefillin, ou de faire même faire attention aux mitzvahs des rabbanan ou au muktzeh. Ce n'est pas juste les mitzvot pour certaines personnes, pour les religieux. Chaque juif, maintenant, est obligé de faire les mitzvot. Et chaque personne, chaque juif, ne peut plus faire marche arrière. D'une certaine manière, le mariage, c'est comme ça. Dans le sens où, pour la première fois dans la vie du Khatan et de la Kala, la relation qu'on va avoir ne dépend plus de nous. C'est quelque chose qui est maintenant dans les mains d'Hachem. On a fait les Sheva Brachot, on était sous la Choupa, il y a eu les Kiddushin et les Rosin, on a échangé la bague, Ktuba, etc. C'est plus dans mes mains. Et ce qui veut dire quoi, ce qui est plus dans mes mains? C'est que maintenant, pour la première fois dans ma vie, même si un jour je suis plus d'humeur, même s'il y a quelque chose qui se passe qui fait que la personne m'embête, moi j'aimerais bien étudier la Torah et je suis censé faire les courses, ou le contraire, je suis tenu, j'ai une responsabilité, je suis tenu à mon engagement qui est maintenant d'être là pour l'autre. J'ai un chiyuv de la Torah, d'être là pour me présenter pour ma femme. Ce qui fait que maintenant, c'est une relation qui, même si elle commence à certains moments, va durer à vie. Alors bien sûr, il y a toujours la possibilité d'un divorce au cas où les choses sont vraiment terribles. Et c'est une responsabilité, c'est un engagement qui est plus fort que moi. Ce n'est pas comme un engagement par rapport à des amis où je peux dire, oui, bon, voilà, on est amis, puis après 10 ans plus tard, on n'a plus d'affinité, on passe à autre chose. Non. C'est un engagement qui est profond et qui est fort. D'où l'idée de bitoul dans le sens, mais vraiment un vrai bitoul. Pas le bitoul que je gère, que je gère moi à ma manière. Comme je dis, c'est mon bitoul à moi. Si je décide d'aller me faire mifsaïm ou pas, c'est ma décision à moi. Alors effectivement, c'est un bitoul. Mais c'est moi qui ai décidé d'être mevatel ou pas. Là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui me demande de prendre certaines responsabilités, certaines obligations. C'est plus quelque chose qui dépend en 100% de moi. Parce que peut-être que moi, si j'ai envie d'être mevatel moi-même et d'aller faire mifsaïm, peut-être que pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on en a besoin. Peut-être que mon bitoul à moi, c'est d'aller m'occuper des enfants. Peut-être que mon bitoul à moi, c'est d'aller faire des courses. Peut-être que mon bitoul à moi, c'est de faire autre chose. Ah, c'est pas comme ça que je voyais mon bitoul. Exact. Et pour la première fois dans ta vie, c'est pas toi qui maîtrises ton bitoul. À un certain degré, encore une fois, c'est pas qu'on perd le contrôle de sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment obligé de faire face à quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous. Notre responsabilité qu'on a par rapport à Hachem, d'être là pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va m'obliger à me dépasser, à devenir beaucoup plus que je suis moi-même. Ce que je suis moi-même, c'est la personne que j'étais jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a passé des années, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, quel que soit l'âge des participants, quel que soit l'âge à partir duquel vous rentrez dans mes shidduchim, etc. Mais je me suis bâti moi-même. Et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'on est prêt, maintenant qu'on est arrivé à un certain degré de travail sur soi, on passe à l'étape d'après. Qui est, maintenant que tu t'es bâti toi-même, tu vas abdiquer, si on peut dire, tu vas donner une certaine partie du contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Et mon bitoul à moi ne dépend plus que de moi maintenant. J'ai une autre personne qui va me dire des fois comment être battel, même si ça ne correspond pas,
C'est comme ça qu'il faut faire. Et des fois, le bitul, c'est quoi? C'est d'apprendre à avoir la patience. C'est d'apprendre, peut-être des fois au contraire, de prendre des responsabilités. Parce que jusqu'à maintenant, je ne prenais pas de responsabilité. Tant que j'ai maintenant, j'ai une famille qui dépend de moi. Et mon bitul à moi devait être maintenant de prendre des responsabilités. En fonction de soi. Ça dépend de chacun. Et ce qui est intéressant, est-ce que de ça, c'est que n'oubliez pas, on parlait d'Adam et Chava qui ont été séparés. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est séparés? Une partie de la personne a pris certaines qualités et une partie manque ces qualités-là. Imaginez un puzzle, par exemple. Oui, alors on a coupé le puzzle, il y a des choses, des morceaux qui sortent à droite, à gauche. Là où il y a un bout du puzzle qui sort, bah de l'autre côté, la partie qui correspond a un trou. Et vice-versa. Que si ensemble, mari et femme, le couple, ont 100% de capacité, ils ont tout ce dont ils ont besoin dans leur vie pour fonctionner, ça veut dire qu'il y en a, ça n'était pas divisé de parties égales, c'était divisé en deux, pas nécessairement de manière égale. Alors, il y a peut-être un qui a pris le sens de la ponctualité, d'être à l'heure, et l'autre qui n'a pas du tout ça. Un qui a pris le sens de la responsabilité, et l'autre pas du tout. Mais c'est ensemble, quelqu'un l'a dit, à nous de nous développer ensemble. C'est-à-dire que la personne qui est toujours ponctuelle doit faire face maintenant à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Et ça va le déranger, parce que si quelqu'un est vraiment ponctuel, toujours être à l'heure, c'est quelque chose qui est très important pour cette personne-là. Il va avoir face à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Il faut prendre la patience. Parce qu'il n'y a pas le droit, on n'a pas de raison, ni le droit de s'énerver sur quelqu'un, sur un juif ou une juive, même si c'est sa femme. L'Avat Israël, ce n'est pas moins pour son époux et son épouse. Israël, c'est au moins au même niveau, ce serait que plus. Une lettre du rabbi, où une jeune femme écrivait au rabbi pour un shidduch, et le rabbi lui demandait comment est-ce que ça va, est-ce qu'elle a déjà des sentiments pour cette personne-là. Et la réponse de cette jeune femme, c'est bon, je l'aime bien. Et la réponse du rabbi était, c'est pour un mari, ça ne suffit pas juste à Avat Israël. Il faut avoir un peu plus d'affection que d'Avat Israël normal, si on peut dire basique. Mais certainement pas moins. On ne peut pas se permettre de respecter les autres plus que sa femme, ou de parler à d'autres personnes mieux qu'on parle à sa femme, de se permettre de dire des choses méchantes, dures ou pas gentilles à sa femme, alors qu'on ne se permettrait jamais de dire ce genre de choses à quelqu'un d'autre, un étranger ou une étrangère. Chas v'shalom. On doit respecter son mari et sa femme au moins au même niveau qu'on respecte des étrangers. On ne peut pas se faire ça. Et c'est vrai aussi pour les enfants, d'ailleurs. Il faut respecter ses enfants. Et pas leur parler de manière dure, leur parler de manière respectueuse. Et je dirais qu'au niveau de l'éducation, la même approche qu'on aurait avec quelqu'un des gens de Mifsaïm, c'est-à-dire qu'on leur parle, on essaie de leur montrer le positif, les encourager, etc. On doit éduquer et parler avec ses enfants de la même manière aussi. Leur montrer la beauté d'Yiddishkeit, leur parler avec respect, pas se dire, ok, c'est mes enfants, j'en fais ce que je veux. Pas du tout. Il y avait certains shliach qui se mettaient souvent en colère contre ses enfants et leur demandaient bracha au rabbi, un conseil au rabbi. Le rabbi a dit, comprends que tes enfants ne sont pas à toi, ce n'est pas ta propriété, ce sont les enfants d'Hachem, c'est ta responsabilité. De manière qu'on a des Mekouravim, si on peut dire, avec qui on parle avec respect, certainement qu'on essaie de les convaincre de faire une mitzvah de plus, nos enfants sont notre responsabilité, mais ne sont pas notre propriété. Et c'est aussi vrai par rapport à notre femme, notre époux et épouse, ils ne sont pas notre propriété, on ne peut pas les traiter moins bien qu'on traiterait des étrangers. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. Mais on fait face avec quelqu'un qui va pousser un bouton, qui va toucher quelque chose de profond en nous. Pourquoi? Parce que cette personne-là a pris le bien, si on peut dire, le positif de l'autre. On a chacun ses avantages, on a chacun ses défauts, on a chacun ses malotes. Mais souvent, les malotes qu'on a sont le défaut de l'autre, puisque c'est nous qui l'avons pris ça. Il y a une histoire avec le Chaim de Tzanz. Chaim de Tzanz était quelqu'un il était un peu bossu. Et quand on lui a proposé, quand on a parlé du shidduch, la fille en question, qui est devenue sa femme, n'était pas nécessairement contente que son mari soit un peu bossu. Elle ne voulait pas. Et ses parents, bien sûr, comprenaient. Et le khatan a demandé qu'on lui donne quelques minutes à parler avec cette jeune fille, seule. Chaim de Tzanz est dans une pièce avec cette jeune femme. Il y avait un miroir dans la pièce. Il lui dit, regarde dans le miroir. Elle regarde dans le miroir. Et à son horreur, qu'est-ce qu'elle voit? Elle se voit, elle, avec une bosse sur le dos.
Elle est terrorisée de ça. Et bien, Chaim lui dit, regarde, j'aimerais que tu comprennes une chose. Après, tu prends ta décision. Je voudrais juste partager ça avec toi. Tu décides ce que tu veux et je respecterai ta décision. Mais sache que, à la naissance, c'est toi qui étais censé être né comme ça. J'ai prié à Hachem, mon Neshama a demandé à Hachem que ce soit moi. Parce que pour une fille, c'est horrible. Un garçon, c'est moins grave. Mais pour une fille, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Donc j'ai demandé à Hachem que ce soit changé. Que puisque on est un couple, on partage, que ce soit moi qui ai ce problème-là, plutôt que toi. Je voulais juste te dire ça. Après le reste, tu fais ce que tu veux, c'est ta décision. Donc, bien sûr, quand elle a entendu ça, c'était une fille qui avait beaucoup d'Irat Shamayim, etc., elle a accepté le mariage. Elle a compris combien son mari l'aimait avant même qu'il soit marié, qu'il a pris ça. Par contre, cette histoire, bon, d'abord, c'est un point important, mais aussi pour vous dire qu'effectivement, dans un couple, on partage. Donc, quand Hachem a séparé ces deux parties de Neshamot, une partie mâle, une partie femelle, une partie homme, une partie femme, on a pris chacun, a pris des qualités et des défauts. Et généralement, les qualités qu'on a, c'est quelque chose qu'on a pris de l'autre, si on peut dire. Donc, ça va être un défaut chez l'autre. Ce qui fait qu'on va se retrouver, effectivement, les deux pièces ensemble, c'est comme un bout de puzzle. La partie qui sort dans la partie où il y a un trou. Mais entre-temps, nous, on a une mala, si on peut dire, on a un côté positif, qui va être quelque chose qui va manquer chez l'autre. Et la même chose chez nous. Maintenant, quand ça passe chez nous, qu'est-ce qui va se passer aussi? Donc, moi, j'ai un trou. Un trou, ça va me causer une certaine insécurité. Il y a quelque chose sur lequel je me sens un peu faible. Et j'aime pas, généralement, on n'aime pas trop être rappelé de nos défauts. Ça fait mal. Ça fait peur, ça fait mal. On n'aime pas être rappelé de nos défauts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vois une mala chez ma femme, Makala, tout de suite, ça me fait paniquer. Parce que je ne me sens pas à la hauteur. Elle a un talent, elle peut organiser des événements, etc. Imaginons, on va partir en shlichut, elle va avoir ce talent d'organiser des fêtes. Moi, j'ai du mal à faire un sandwich au thon et j'ai du mal à organiser quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'elle va vouloir faire quelque chose, je ne me sens pas confortable et peut-être que des fois, je vais même saboter d'une certaine manière, je me mets en colère contre elle, je me sens blessé, je me sens vexé, je ne me sens pas dans mon élément. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est quelque chose qui manque. Elle a pris ce talent. Maintenant, j'ai des talents moi aussi qui sont faits, mais qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Premièrement, il faut prendre conscience de ça. Quand on se sent faible dans quelque chose, vulnérable dans quelque chose, et qu'on n'est pas confortable parce que ma femme a ce talent-là et que moi je ne l'ai pas et je ne me sens pas bien, ça peut être parler en public. Pour certaines femmes, c'est peut-être plus facile, certaines femmes, c'est beaucoup plus difficile. Et alors peut-être qu'elle, effectivement, elle sait parler en public, et nous, on est gênés, on a honte de parler en public. Et on ne se sent pas confortable. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que nous, on n'est pas confortable. Première chose à faire, et toujours, ça c'est vrai pour tous les problèmes qu'on puisse avoir, c'est le reconnaître. Reconnaître le problème qu'on a. Et quand je parle dans le concept de bitoul, et le bitoul dans l'intérieur du mariage, ça veut dire faire un cheshbon hanefesh, mais pas un cheshbon hanefesh comme on nous a dit à l'Eshiva toutes les années. Cheshbon hanefesh, ça veut dire pourquoi est-ce que je me mets en colère quand ma femme c'est ci et ça? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui me dérange quand ma femme fait certaines choses? Et la raison pour laquelle il faut faire ce cheshbon hanefesh, c'est parce qu'une partie de cheshbon hanefesh, c'est se dire quoi? Et c'est vrai pour tellement de choses. Si la même chose, le même événement aurait été fait par un étranger complet, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça ne m'aurait pas dérangé. Pourquoi est-ce que le fait que ce soit ma femme qui le fasse, ça me dérange? Faire ce cheshbon hanefesh. Quelle est mon insécurité? Quelle est la chose qui me démange, qui me blesse? Parce que quand elle fait quelque chose, je me sens attaqué, je me sens vexé, je me sens faible. J'ai une réaction forte. Donc la première chose, c'est de considérer les choses qu'on a en nous, ses faiblesses, ses insécurités. Et comprendre que ce n'est pas à cause d'elle. C'est quelque chose en moi qui me fait réagir. C'est vraiment l'explication de ce que le Baal Shem Tov nous dit, que quand on voit quelque chose chez l'autre, ça veut dire qu'on l'a en soi. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'autre, moi je l'ai la même chose, ce n'est pas nécessairement ça. Quelqu'un qui fait une avéra, quand on voit quelqu'un qui est Mechal Shabbat, ça veut dire que moi je suis Mechal Shabbat.
Pas nécessairement. Et quand on voit quelqu'un manger taref, ça veut dire qu'on mange taref? Non. Si je réagis à ça, c'est quelque chose en moi. Parce que combien de fois on peut voir des gens qui mangent taref, ça ne me dérange pas, on n'a rien à faire. Des gens qui sont mechal Shabbat, des gens qui mentent, des gens qui volent, ça me dérange. C'est que des fois, il y a des choses qu'on voit chez des gens qui sont proches, et là, ça nous touche. Parce que ce n'est pas ce qui se passe, c'est quelque chose qui est en moi. Donc, on a besoin de faire ce cheshbon hanefesh qui est, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a chez l'autre, que l'autre qui me dérange. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui me dérange. Quand on arrive à faire ce travail-là, ce cheshbon hanefesh, ce bitoul qui veut dire, je réfléchis et je comprends que oui, effectivement, peut-être que ma femme m'énerve parce qu'elle est toujours en retard et on n'est jamais à l'heure à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui me dérange si on n'est pas à l'heure? Des fois, ça peut être comment est-ce que les gens me regardent. Des fois, ça peut être autre chose. Il peut y avoir des problèmes pratiques. Je ne dis pas que si on rate l'avion à chaque fois, c'est un problème. Mais pourquoi est-ce que je m'énerve? Qu'est-ce qui fait que je m'énerve? Et ça, c'est un travail à faire sur soi, donc le travail de bitoul. Quand on fait un travail de bitoul sur soi, c'est-à-dire on fait cette recherche, savoir qu'est-ce qui est en moi qui fait que je réagis de telle et telle manière, qu'est-ce qui est en moi qui fait que je me force à avoir de la patience, je me force à avoir de l'amour, je me force à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je n'aime pas aller faire les courses. Je préfère aller faire mes petits, je préfère être avec mes copains, je préfère jouer aux jeux vidéo, je préfère si. Et je me force à mettre les jeux vidéo de côté pour aller faire les courses avec ma femme, pour aider ma femme à préparer Shabbat. Ce bitoul-là est vraiment le vrai bitoul. C'est vrai. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il faut se marier, entre autres, etc. Premièrement, on se marie parce que c'est une mitzvah. C'est la seule raison. Pourquoi est-ce qu'on cherche la compagnie de quelqu'un d'autre? Au-delà du fait qu'Hachem a voulu, Hachem nous a dit revenez ensemble, on cherche la compagnie de quelqu'un d'autre parce que c'est une partie de nous-mêmes. On va revenir à ça quand on va savoir, on va parler un peu, ce sera peut-être la prochaine fois, ou la fois d'après, à savoir quand est-ce qu'on est prêt à se marier. Mais pour l'instant, quand on parle de chercher la compagnie de quelqu'un d'autre, c'est faire la place pour l'autre personne dans ma vie. Et ça, c'est l'idée de Bitoul. Qu'est-ce que Hachem a fait? La première chose qu'a fait Hachem quand il a créé le monde, c'est quoi? C'est de créer la place de Tzimtzum, créer la place pour quelque chose d'autre. Et on devient divin quand on fait ça. Au lieu d'être moi-même, je me dépasse et j'arrive à devenir quelque chose que je n'étais pas encore. Donc, quand on se marie, premièrement, on fait une mitzvah d'Hachem. C'est ce qu'Hachem a voulu. Deuxièmement, en tant que soi-même, on devient la meilleure personne, la meilleure version de soi-même. On arrive à se dépasser complètement. Au lieu de rester bloqué dans mon système de Nefesh Abamit, qui veut dire moi-même, mon égocentrisme, j'arrive à me dépasser, à devenir quelque chose d'encore plus fort et plus élevé que ce que j'étais. Et toutes les choses dont on vous a parlé sur le Bitoul arrivent maintenant à une réalité. Pour de vrai. C'est le vrai Bitoul. Troisièmement, cette idée de dire à Tartanim qui est le but de toute la création, qui est que toutes les années de Yeshiva, toutes les années d'études de la Torah, toute la chassidut que j'ai appris, tous les mamarim que j'ai appris, tous les sirot que j'ai appris, les mifsaim que j'ai fait, etc., les fabriques qu'on a fait, c'est pourquoi? C'est pour arriver maintenant à créer une différence dans ma vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. Qui veut dire, dans ce monde-là, avec la Torah, pouvoir créer un foyer, s'impliquer dans le monde dans le sens où on a besoin maintenant de gagner sa vie. Ça veut dire maintenant être un chassid, pas juste quand je suis un fabricant, mais dans ma relation avec quelqu'un d'autre, avec ma femme. Être un chassid quand je vais aller faire les courses. Être un chassid quand je vais aider ma femme à cuisiner pour Shabbat, c'est quelque chose qui est important. Et vraiment, vraiment devenir la meilleure version de moi-même. Et être là pour l'autre. Ce que vous avez dit tout à l'heure, je regarde un peu les réponses que vous m'avez données, pour se réaliser pleinement, pour se travailler, se réaliser pleinement en tant qu'homme, en tant que femme, pour fonder une famille, tout ça, ce sont des choses qui sont très vraies. Se réaliser pleinement en tant qu'homme et femme, ou se travailler, qui est la même idée pour moi, c'est vraiment ça. C'est arriver à dépasser ce qu'on était au départ. Être plus grand
que juste quelqu'un qui ne fait que tourner autour de lui-même. Parce que maintenant, je suis capable d'avoir ce bitoul, qu'est-ce qui va se passer? Je suis là pour l'autre. Je suis là, pas juste moi où je suis le centre de mon univers. Je suis capable d'avoir dépassé ça et d'avoir fait en sorte que quelqu'un d'autre devienne maintenant le centre de mon univers. Et d'être là, si on peut dire Avat Israël, et pour être là vraiment pour une autre personne. Donc c'est quelque chose de très important. Okay? Donc, on a plus ou moins résumé ces 3 points. Il nous reste quelques minutes. Je veux juste savoir si vous avez des réflexions, des questions sur ce qu'on a dit. Ou est-ce que des points qu'on voudrait développer, soit maintenant si on a le temps, soit dans le cours d'après, basé sur ce qu'on a dit pour l'instant. Encore une fois, si vous avez quelque chose à partager, quelque chose que vous avez dit, soit c'est un message à moi directement, soit un message au groupe entier, juste pour savoir qu'une fois qu'on est dans la bonne direction, et je me répète que je voudrais vraiment que vous gagniez le maximum de cette formation, que ça puisse répondre à toutes vos questions, que vous vous sentiez prêt à entrer. Donc, si vous avez des questions, des points dont vous voulez qu'on parle la prochaine fois, dites-moi, j'attends vos commentaires. Non? Rien? OK. Tout va bien. OK. OK. Bezrat Hashem, la prochaine fois, je vais revenir à nos diapos. Donc, on avait parlé, donc, on avait vu, donc, on avait parlé d'Adam Chava de la Netzira, l'idée de Dira Ptachtonim, l'idée de Bitul. Bezrat Hashem, on va revenir à certains points qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, le point qu'on va approcher. Pourquoi se marier? J'espère on en a abordé aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Bezrat Hashem, on parlera la prochaine fois de savoir quand est-ce que je suis prêt à me marier. L'approche dans les Shidduchim. L'approche dans les Shidduchim sera peut-être 1 ou 2 cours. On verra exactement le temps que ça prend. Ensuite, on va parler de difficultés habituelles de la première année, homme-femme, puis comment résoudre certaines de ces difficultés, à base de la communication. Ensuite, le rôle du mari dans le couple, respecter les différences dans le couple et la kedusha dans le couple. Et plus de choses sur les shidduchim et des roulottes pour les shidduchim, des choses dont on va parler plus. La liste va continuer à grandir plus ou moins. J'espère qu'avec votre participation, encore une fois, si vous avez des questions, je vous rappelle, je vais repasser mon numéro de téléphone. Voilà, ça vous l'avez au cas où, et on va finir avec ça. Dernier appel pour des questions, si vous en avez. Pour les gens déjà mariés. À mon avis, d'après ce que j'ai compris, c'est les gens qui ne sont pas encore mariés, justement. Si je me suis trompé, on me dira la direction. Une autre formation pour les gens qui sont déjà mariés pour la première année ou après. Mais d'après ce que j'ai compris, c'était pour les gens qui ne sont pas encore mariés. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse mail, et on peut se parler. Bezrat Hashem, on se revoit mardi à 20h. Désolé, aujourd'hui, j'étais obligé de le repousser. J'ai une bar mitzvah qui a changé d'heure chez moi, donc j'étais obligé de repousser. Mais Bezrat Hashem, on continue ce mardi à 20h. Kol Tov et à mardi, Bezrat Hashem.